Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous revoir encore sur ces plateaux des Univers Business. Alors pour ces nouveaux numéros, nous allons parler des impératifs pour s'élancer dans une entreprise de construction. Et pour en parler, j'ai sur ces plateaux Monsieur Étienne, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous revoir encore sur ces plateaux des Univers. Le plaisir est partagé. Alors vous êtes CEO de l'entreprise Corporation International Libre d'Afrique, c'est cela? Alors, cette entreprise œuvre dans le multiservice, vous faites la formation et aussi vous êtes dans la construction et ainsi de suite. Alors déjà pour commencer, puisqu'il s'agit ici de l'entrepreneuriat, est-ce que vous pouvez nous parler nous raconter votre petite histoire qui vous a amené dans l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Je sais que ça n'a pas été facile. Tout part d'une innovation qu'on doit apporter dans un secteur donné. Et cette innovation était partie prenante des observations de notre environnement socio-économique, que j'avais compris que pour développer les secteurs économiques, il fallait d'abord avoir des compétences. Nous avons commencé par des formations professionnelles. Et ces formations professionnelles, c'était une gamme de formations hautement qualifiées qui ne concernaient que des domaines spécifiques. En dehors de ça, nous nous sommes lancés dans la construction. Nous nous sommes dit, nous avons des expatriés qui viennent chez nous, qui viennent avec les innovations. Qu'est-ce que nous pouvons aussi apporter au-delà de ces innovations-là? Et de trois, nous avons aussi créé le troisième service qui est la sécurité. Comment faire protéger la population? Il y a les fléaux de banditisme qui grimpent du jour les jours, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas comment investir en toute sécurité. Nous disons, on peut toujours apporter et aux entreprises et aux particuliers une certaine rénovation, une certaine innovation de notre part. C'est de là que nous sommes partis, des formations, construction et la sécurité. Alors pourquoi avoir fait ces choix, les choix de ces secteurs? Pourquoi pas un autre par exemple? Oui, j'ai toujours dit que nous sommes dans un monde de l'information. À l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Je crois que j'ai parlé qu'il fallait faire des observations. On ne doit pas faire ce que tout le monde fait. Ça, c'est la grande chose qu'un entrepreneur doit sélectionner. Donc, faire une spécificité, une spécialisation, faire en sorte que vous puissiez avoir un métier qui vous distingue des autres. Au-delà de la distinction, il faut aussi amener une qualité. Cette qualité-là, c'est ce que la clientèle recherche parce que la clientèle doit être satisfaite. Les clients est roi, dit-on. Donc, les clients doivent être devant différents services ou différentes gammes de services que vous lui proposez et qui doivent être satisfaits. C'est pour cela que nous nous sommes dit, dans la construction, c'est bien. Nous avons nos amis indiens, nous avons nos amis chinois, nous avons peut-être les Américains, ils ont leur style de construction. Mais nous pouvons donner notre modèle, différent des Nigériens, différent des Tanzaniens, mais en faisant en sorte que nous ne puissions pas aller au-delà des prototypes, aller au-delà des normes, faisant en sorte que nos services puissent vraiment atteindre la cible. C'est un peu ça. Alors vous avez dit, bon j'ouvre une petite parenthèse, déjà que vous avez dit que vous étiez aussi dans la sécurité. Déjà, la question reste à savoir, est-ce que depuis que vous avez, c'est vrai, monté votre entreprise en sécurité et tout, est-ce que vous avez vu des changements remarquables? Oui, nous avons commencé l'entrepreneuriat depuis 2020. 4 ans, c'est un long parcours. C'est déjà plus qu'un enfant de 4 ans. Alors, je peux dire il y a des grands changements parce que nous avons fait autrement notre métier. Et pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas citer les noms des clients pour qui nous avons rendu service. Alors, le nombre de la demande croît du jour le jour, ce qui fait en sorte que nous sommes tout de même satisfaits des services ou de la qualité des services que nous sommes en train de prester sur toute l'étendue de la RDC. Parce que il ne faut pas seulement dire que nous sommes à Lubumbashi. Nous avons implanté Kinshasa, Kolwezi, Mbujimayi et Lubumbashi. Ça n'a pas été facile de gérer 4 directions ou 5 directions. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Mais tout de même, avec la demande croissante de la clientèle, c'est ce qui a fait que nous sommes arrivés à ces résultats-là. Et nous pensons sortir de notre pays
Parce que si vous lisez, c'est Corporation internationale libre d'Afrique. Donc nous pensons que, voilà, nous pensons que pour développer l'Afrique, l'Africain doit être doté de compétences pour aller au-delà aussi. C'est un peu ça. Alors revenons un peu en construction. Quels sont les investissements initiaux nécessaires à prendre en compte pour démarrer son entreprise? Oui, pour démarrer son entreprise, il faut avoir un business plan, ce qu'on appelle les plans d'activité. Au-delà de ces plans d'activité, il faudrait aussi avoir ce qu'on appelle une projection à long et à moyen terme de votre entreprise. Que deviendra votre entreprise à l'horizon, par exemple, 2050? Donc, on ne peut pas créer une entreprise, après on ne sait pas ce que deviendra cette entreprise. Donc, c'est déjà un problème. Ce n'est pas comme nos amis qui aujourd'hui, parce qu'avec les boutiques, ça paye. Directement, j'ai créé aussi une boutique. Ça, ce n'est pas l'entreprise. Ça, c'est une activité qui vient subvenir à un besoin. Par exemple, manger, dormir, payer les loyers. Ça, ce n'est pas une entreprise. L'entreprise, c'est qu'il y a tout un tas. Vous devez avoir les agents que vous devez payer, l'État que vous devez payer, les impôts et taxes que vous devez payer. Vous avez aussi la clientèle. C'est pour cela que j'ai toujours dit que l'entreprise, c'est une boîte noire ancrée sur un seul objectif, les LICR. Donc quand vous créez l'entreprise, vous avez un objectif principal, c'est les LICR. Étant les LICR, l'objectif étant un objectif lucratif, donc la deuxième des choses, c'est faire des prévisions. Savoir quel est le budget pour lequel je vais travailler cette année. Vous les votez, vous les validez. Ne soyez pas trop optimiste et disant non, je travaille pour 1 million. Or que les moyens des bords, c'est 1000 $. Et là, vous allez passer des églises en église pour des délivrances. Ici, c'est l'entrepreneuriat. On doit être dans les concrets. Étant dans les concrets, nous devons faire en sorte que même les gens qui vont nous rejoindre puissent trouver que ça ne sera pas un schéma ou un chemin facile. Nous sommes en train de leur dire, oui, venez, mais voici les contraintes de démarrage d'activité. Donc, vous devez avoir un fonds qui doit vous permettre de recruter. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, vous créez une entreprise, demain vous aurez les marchés. Mais vous devez avoir les ingénieurs que vous devez payer. Vous devez avoir les loyers que vous devez payer si vous n'avez pas votre adresse fixe. Vous devez avoir les agents qui doivent être motivés du jour au jour. C'est pour cela que j'ai évoqué la question des prévisions budgétaires. Il faut qu'il y ait un budget et c'est à partir de ces budgets-là que l'entrepreneur est doté de tous les outils qui vont lui permettre de compétir, de faire en sorte qu'il puisse atteindre sa cible. Alors, M. Etienne, ça fait du haut de vos 4 ans d'expérience dans ces secteurs ou même dans l'entrepreneuriat. Alors, quelle est la procédure initiale? Est-ce que c'est le fait de faire un business plan, on a des idées, et puis après, on se dit d'abord on se focalise sur ces idées et puis on cherche les fonds après? Ou il faudrait aussi mettre en priori le fait qu'on a l'argent pour que tout marche ensemble? Ou il faut peut-être être motivé quelque part, avoir des personnes qui nous encouragent tous les jours, qui vous dites par exemple, comme vous là vous encouragez, vous motivez les gens qui nous suivent en ces nets moments, ils s'inspirent de vous et se disent voilà et tout, je vais aussi un jour entreprendre, être entrepreneur, être comme M. Etienne. Est-ce que c'est les idées d'abord qu'on priorise ou est-ce que c'est les financements qui est important? Quelle est la procédure initiale concrètement? Je crois n'est pas entrepreneur qui veut. Donc tout le monde ne peut pas se réveiller d'un bon matin et se dire je deviens entrepreneur. Non. Donc il y a des gens qui ont l'argent, qui ne savent pas investir avec cet argent. Il y a aussi ceux-là qui ont les idées, mais qui ne savent pas avoir l'argent. Donc c'est pour cela, l'entrepreneur doit d'abord avoir les compétences. Ces compétences qui lui permettent d'être une matière première pour les entreprises ou pour sa clientèle. C'est ce qui fait en sorte que, au-delà des idées, nous devons aussi avoir ce qu'on appelle les potentiels. Ces potentiels-là, parce qu'on peut avoir des formations, mais à la fin, on n'expérimente pas l'entrepreneuriat. C'est pour cela aujourd'hui, je ne suis pas contre les gens qui font des formations d'entrepreneuriat. Il ne suffit pas seulement d'être formé, il faut maintenant appliquer, faire en sorte que les compétences qu'on vous a dotées, les compétences que vous avez peut-être assimilées dans une voie, par exemple XY, puissent être maintenant exploitées dans le sens que aujourd'hui vous vous dites je me lance dans une activité de construction. Vous vous lancez dans cette activité, mais vous n'avez même pas de bêche. Les outils de travail d'abord.
Vous ne savez pas que la fondation, c'est quoi. Vous voyez un peu ça? Quelqu'un qui vient, il s'est dit non, je vais vous construire une maison d'étage. Mais lui-même n'a jamais construit même une toilette. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème, c'est pourquoi j'ai dit les compétences sont nécessaires. C'est ce qui fait aujourd'hui, tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Dans notre pays, il faudrait qu'il y ait une structuration. Donc, si on est commerçant, on est commerçant. On ne doit pas faire des activités de façon spontanée non plus, faisant des activités que non, comme aujourd'hui, c'est les bitoyos qui payent, je me lance dans les commerces des bitoyos. Non, non, quand ça ne donne plus, vous abandonnez, non. Ici, l'entrepreneur assume ses choix. Si c'est la construction, c'est la construction. C'est une activité permanente qui doit être tenue de façon prolongée, de façon à vie, jusqu'à ce que l'entreprise puisse disparaître. L'entrepreneur est tenu aux engagements de créer cette activité-là et de répondre face aux tierces personnes. C'est de cette façon-là que moi je me dis, on peut se lancer dans la construction, mais on ne connaît même pas faire un devis. Parce que dans la construction, vous croisez un client qui vous dit « j'ai besoin d'une maison » qu'il aurait vu quand il était peut-être à l'étranger. Mais il vous montre la photo. Vous devez entrer dans l'idée du consommateur. Faire en sorte que les besoins du consommateur soient pour vous un service rendu. Et que ce service rendu soit maintenant une satisfaction de cette clientèle-là. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous avons des entrepreneurs qui créent des entreprises et lorsqu'ils essayent, ils vont trouver la compétition. Et cette compétition, c'est ce qu'on appelle la concurrence, qui est loyale, qui est ouverte à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous avez rejoint M. Etienne qui est dans la construction. Oui, je sais. Je ne vais pas vous laisser des portes ouvertes pour que vous puissiez gagner les marchés. Admettons que vous gagnez un marché de construction d'une maison de 6 niveaux. Mais arrivé au 3e niveau, il y a des fissures. Vous voyez un peu ça? Il y a des fissures. Ou il y a un marché qu'on vous dit, pour les gagner, vous devez préfinancer 40%. Vous voyez un peu ça? C'est pour cela que je dis, il ne suffit pas seulement que vous venez de l'entrepreneuriat, vous dites non, Dieu va aider, non. Il faut aussi que vous ayez ce qu'on appelle l'autofinancement ou l'autonomie financière qui va vous permettre d'être compétitif sur les marchés. Par là, on sous-entend que, comme vous venez de le dire, donc, un bon entrepreneur, un bon constructeur, donc il doit savoir faire des devis et tout. Donc alors, on sous-entend qu'il faut avoir fait, par exemple, des études pour s'orienter dans son secteur entrepreneurial. Oui, c'est pourquoi je vous dis, il faut doter les entrepreneurs des compétences. Il ne suffit pas seulement que vous soyez ingénieur pour être à la tête d'une entreprise de construction non plus. Mais il faut avoir ce qu'on appelle les fondamentaux des constructions. Dans les domaines des constructions, vous savez que non, pour faire une fondation, il faut d'abord faire le creusage. Vous voyez un peu ça? Vous ne pouvez pas poser une fondation sans creuser. Et si vous faites ça, il y aura ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, il y a eu l'effondrement d'un bâtiment à Kinshasa. C'était catastrophique. Heureusement, il n'y avait pas mort d'homme. Imaginons qu'il y avait 100 personnes à l'intérieur. Nous serions dans ce qu'on appelle des nationales à cause des manques d'expérience et de professionnalisme des entrepreneurs qui viennent se lancer vaille que vaille. Ok. Donc c'est là qu'on voit, il y a même de ceux qui étudient, surtout que si dans notre pays, c'est vrai, on ne parle pas en mal, on promouvoit plus l'enseignement avec beaucoup de théories que de la pratique. C'est comme ça qu'on a beaucoup de théoriciens que des praticiens. Alors Monsieur Etienne, est-ce que c'est important aussi de faire, est-ce que les choix en fait de l'emplacement de notre entreprise tient-il aussi en compte pour l'émergence du secteur dans lequel on veut se... Oui, c'est très important. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les 5 P ou les 4 P. Ça a évolué. Vous devez avoir ce qu'on appelle la place. Une place qui est fréquentable et accessible par tous, c'est-à-dire votre clientèle doit avoir une référence qui ne cause pas d'ambiguïté. Quel est cet entrepreneur qui peut prendre son entreprise pour aller l'installer dans des cimetières? Non plus. Ou à côté d'une église, il y a des bruits, il y a de la musique. Vous prenez, vous dites non, comme j'ai besoin que Dieu puisse faire un miracle, j'ai mis mon entreprise au sein d'une église, ça ne pourra pas marcher. Il faut mettre une place qui est accessible à tous.
Et de deux, votre produit doit être un produit qui est remarquable. Et au-delà du produit, nous avons aussi les prix et faire aussi la promotion de votre business. Vous n'allez pas seulement vous dire non, j'ai mis mon entreprise ici, je me contente seulement de mettre une affiche, c'est fini, non. Il faudrait investir dans le marketing. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous pouvez faire le marketing même étant au lit. Vous êtes en train de gérer, de parler avec vos clients. Il y a ce qu'on appelle l'interface virtuelle qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont quand même facilité. Ce qui était difficile dans les temps est rendu possible parce que nous pouvons atteindre les clients même dans sa maison, sans passer par les moyens de transport. Exactement. Alors nous constatons que sur la ville, il y a prolifération de construction. Il y a des bâtisses qu'on voit déjà, des vrais bijoux. Mais quand on s'approche de près, on voit que ce sont des Indiens ou des Libanais qui sont souvent des actionnaires ou même des constructeurs. C'est eux qui gèrent la boîte en fait. Alors la question reste aussi à savoir si c'est pertinent quand il s'agit par exemple de construire une maison normale. On voit ce sont des entrepreneurs d'ici ou même des ingénieurs qui font ça, des ingénieurs locaux qui font ça. Mais quand il s'agit par exemple de grandes bâtisses, là on voit il y a des Indiens, il y a aussi des Libanais, des Chinois, comme vous venez de le dire. Est-ce que on veut savoir qu'est-ce qui freine en fait, qu'est-ce qui est à la base que les entrepreneurs ou même les constructeurs locaux n'aient pas des grands marchés? Déjà, je l'ai signalé, pour avoir un grand marché, il y a des contraintes, ce qu'on appelle les préalables. On vous dit, l'entrepreneur qui aurait gagné ou qui aura gagné tel marché doit peut-être préfinancer ces marchés à hauteur de 10%. Admettons que la construction de cette bâtisse aurait coûté ou coûterait 6 millions de dollars. 10% représente 600 000 dollars. Vous voyez déjà? C'est déjà une conséquence financière énorme qui va faire en sorte que l'entrepreneur qui n'a pas eu le temps de préparer son business, ses activités, va se voir être disqualifié pour des raisons financières. Lui-même. Donc lui-même s'est déjà auto-disqualifié. Les expatriés qui viennent ont d'abord leur fonds de démarrage, ce qu'on appelle un fonds de roulement qui est positif, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils ont une santé financière aisée et qui est positive. Mais lorsqu'on vient en interne, l'entrepreneur qui est par exemple local n'a même pas un bilan. Parce que les bilans, on ne sait même pas évaluer les niveaux d'activité de ces. On ne tient pas rigueur au gouvernement parce qu'il y a des gens qui s'acharnent là-dessus, disons que c'est les gouvernements qui donnent des grands marchés aux expatriés et nous qui sommes là depuis qu'on attendait, on parle entrepreneuriat par là et voilà. Non, de ce côté-là, le gouvernement fait sa part. Il y a avec l'avènement de l'ARSP, tous les grands marchés sont publiés. Et nous, locaux, entrepreneurs locaux, nous compétissons. Vous voyez un peu ça? Maintenant, la chose qui vient ici déranger les entrepreneurs qui auraient gagné tel ou tel marché, c'est avec l'avènement de la politique. Vous voyez un peu ça? Vous trouverez un homme politique qui se dit, oh, telle affaire va passer, il va créer une entreprise vite, vite, parce qu'il a des moyens. Et lorsqu'il a des moyens, il injecte, il gagne ses marchés. Mais, si je vais brosser là-dessus, je me dis, les entrepreneurs doivent préparer, faire en sorte qu'ils aient une santé financière qui est positive, qui est normale, qui fait en sorte qu'aujourd'hui ou demain, qu'ils puissent gagner des marchés. Et aujourd'hui, nous puissions aussi avoir des grosses bâtisses. Je ne suis pas contre les Indiens, parce qu'il faudrait que ces gens-là viennent pour qu'il y ait une compétition. Aussi, les Congolais doivent comprendre aussi, il faudra aussi mettre leurs moyens à bord, parce qu'on ne doit pas toujours compter sur les autres. Comment c'est quelqu'un qui peut venir vers toi et il veut que tu lui rendes un service, tu n'as rien, 0 franc dans ton compte. C'est ça le problème, parce que vous trouverez un Congolais qui part faire un devis, qui demande même les ficelles. Vous voyez un peu ça? Il demande dans son devis les maîtres maçons. Il demande les décamètres. Il demande les clous. Alors que ce sont des choses qu'on devrait avoir. Ce sont des choses, des petites choses que l'entrepreneur doit se munir dans son stock. Chaque fois qu'il y a un chantier, il descend,
il fait ses études et c'est très professionnel. Et nous-mêmes entrepreneurs, lorsque nous allons chez un client, nous demandons les transports. Mais pour un marché qui est de 600 000 $, vous dites, mais boss, est-ce que vous pouvez me donner les transports? Ça peut être un arnaqueur, il peut fourrer avec vous. Déjà, c'est un problème. Il faut savoir aspirer confiance. C'est cette chose-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs qui pataugent, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il s'est dit, je me lance dans la construction. Aujourd'hui, vous les voyez, il a déjà ouvert une église. C'est ça le problème. Je ne suis pas contre les églises. Heureusement, avec l'avènement du ministre de la Justice, nous allons mettre de l'ordre et je crois que tout sera en ordre dans notre pays. Alors, M. Etienne, comment gérez-vous la concurrence sur l'industrie de la construction et quelles sont les méthodes que vous avez mises en œuvre pour vous démarquer des autres? Pour savoir se démarquer des autres, il faut d'abord savoir qu'est-ce que les autres font de mieux que toi. Vous voyez? Là, je dois dire à nos amis qui sont congolais, ils doivent avoir ce qu'on appelle les relations publiques. Exactement. Les relations publiques sont là pour aller vers les autres entreprises qui sont dans les mêmes domaines que vous. Tisser des relations d'affaires. Pourquoi pas faire ce qu'on appelle des rencontres des entrepreneurs pour faire ce qu'on appelle l'échange d'expérience et d'expertise. C'est ce qui fait en sorte que vous êtes limité, vous êtes bloqué dans le passé. L'Indien qui vient, il a mélangé que des graviers avec, par exemple, du ciment et ceci, ça a donné telle chose qui attire. Moi, je vais vers mes concurrents, je me rabaisse, je pose des questions. Et si le concurrent est réticent, j'ai ce qu'on appelle l'outil informatique qui est le téléphone. Je prends mon téléphone, je partage ma connexion, j'entre sur YouTube, je pose la question et avec l'avènement des réseaux sociaux, nous avons l'information du bout des doigts. C'est ce qui fait en sorte que nous ne devons pas être bloqués et nous dire que nous sommes meilleurs que les autres. Même nous, lorsque nous montons en puissance, nous disons qu'il y a aussi un entrepreneur qui peut venir, qui peut faire mieux que celui-là et arrivant sur les marchés, s'il est en train de mettre des garde-fous. Nous nous informons et l'information doit être une information capitale. Vous ne pouvez pas avoir les devis, vous faites un devis, vous n'avez même pas les informations du marché. 2 jours après, j'envoie mon équipe, vérifiez-moi. J'ai besoin d'avoir les informations quant à la variation des prix sur les marchés. Vous pouvez être sur un chantier. Le propriétaire du chantier vous pose la question, monsieur, la tôle XY coûte combien? J'apprends d'abord quelqu'un comme ça, il va les faire. Vous voyez un peu ça, directement, vous craquez. Non, nous allons demander au marché. Déjà, il comprend que vous n'avez pas les informations nécessaires. Vous donnez des prix exorbitants dans les devis. Lui-même a le temps de descendre sur les mêmes marchés parce que le marché est ouvert. C'est un marché qui est ouvert à tout le monde. Il a le temps aussi d'aller demander. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les entrepreneurs doivent comprendre et faire en sorte que les métiers entrepreneuriaux soient un métier professionnalisé. Exactement. C'est ça au moins. Alors, Monsieur Etienne, nous chutons déjà. Quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui vous suivent en ce net moment? Je donnerai les conseils à nos amis entrepreneurs. Les métiers d'entrepreneuriat, ce n'est pas de l'église. Ce n'est pas l'évangile. C'est du concret. Tout ce que je vous demanderai, prenez votre temps, étudiez votre projet, étudiez minutieusement. Ne faites pas de ces projets aussi un livre mort ou une lettre morte qui doit être j'ai un projet, j'attends quand le gouvernement va demander pour financer, je vais sortir ces projets du tiroir. Venez subisser aussi la compétition. Faites en sorte que vous puissiez vous démarquer des autres. Amenez ce qu'on appelle une marque déposée. Et cette marque déposée va faire en sorte que vous allez être sur ce qu'on appelle les chemins de la gloire. Merci beaucoup, Monsieur Etienne, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, madame. Madame, Messieurs, c'était un plaisir de partager avec vous ces salons ou ces magazines. La thématique du jour était quels sont les impératifs pour se lancer dans la construction avec Monsieur Etienne qui s'est étendu sur cette question. Merci de l'avoir suivi et au revoir.